Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver comme chaque semaine pour un nouveau numéro d'Ailleurs dans le monde. Chaque année, le 3 mai, on célèbre la journée mondiale de la liberté de la presse. La liberté de l'information revêt plusieurs visages sur le continent, où coexistent à la fois la presse foisonnante et le silence assourdissant de certains médias. Malgré une vague de libéralisation dans les années 90, on assiste encore trop souvent à des pratiques arbitraires de censure, des arrestations de journalistes et des atteintes violentes à la liberté d'expression. De plus, ces actes se déroulent très souvent dans la plus grande impunité. Ces dernières années, la multiplication des lois répressives criminalisant le journalisme en ligne est venue porter un nouveau coup au droit à l'information. Dans le même temps, la prolifération des rumeurs, de la propagande et de la désinformation a contribué à affaiblir le journalisme et l'accès à une information de qualité. Alors comment s'exerce le journalisme sur le continent africain ? La liberté d'expression est-elle effective ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le journaliste et écrivain Serge Daniel. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, vous êtes bien connu des auditeurs, des lecteurs, des téléspectateurs africains. Vous êtes journaliste depuis combien d'années? Alors moi, ça fait 34 ans que je suis journaliste. Et je vais vous dire, moi j'ai voulu toujours être journaliste. Quand j'étais gamin, il y avait quelque chose qui me fascinait, c'était de prendre une boîte de tomates vide, je ne sais pas si vous voyez, de faire un long fil, de nouer un long fil, et d'avoir quelqu'un de l'autre bout du fil, et de parler. Alors, c'est moi. Et puis, ou bien de parler à la télévision, de me regarder, de faire des gestes. Je rêvais d'être journaliste parce que je trouvais que c'était un métier fabuleux. Mais au départ, c'était parce qu'on pouvait se faire voir à la télé. Et puis, ensuite, je me suis rendu compte que c'était formidable parce qu'on pouvait informer. Et que j'étais vraiment... Pour moi, ce n'est pas le quatrième pouvoir. Pour moi, c'est le contre-pouvoir. On va en parler. Mais je rêvais de devenir journaliste. Et mon père m'a dit, il y a une seule condition, c'est que tu fasses des études littéraires, des études universitaires. Donc, j'ai fait lettres à l'université. Vous ne le savez pas, mais notamment ici à l'université d'Abidjan. Mon père était diplomate et puisque j'étais têtu et terrible, je voyageais avec lui. Donc j'ai fait une année d'études de lettres ici et puis une deuxième année d'études. En plus, je suis allé à l'école supérieure de journalisme, qui est l'une des meilleures écoles de journalisme de France. Et puis voilà, donc je rêvais moi d'être journaliste. De devenir journaliste. Mais c'est drôle, vous nous dites que ce n'est pas le quatrième pouvoir, pourtant c'est comme ça qu'on nous qualifie régulièrement. Pour vous, quel est le rôle du journaliste dans la société? Non, ce n'est pas un quatrième pouvoir, c'est un contre-pouvoir. Vous avez l'exécutif, vous avez le judiciaire, vous avez le législatif également. On ne va pas dire que c'est un pouvoir, parce qu'un pouvoir, il y a des normes, président d'une institution, il faut venir en conseil de ministre, il faut porter des robes pour les avocats, mais le journaliste, c'est l'esprit libre. Mais c'est plutôt pour moi, la conception que j'ai de ce métier, c'est que c'est un contre-pouvoir. Nous sommes là pour informer de ce qui est. Ça peut faire plaisir ou pas, c'est ce qui est différent de l'information, de la communication, parce que vous savez que la communication arrange et l'information dérange. Et nous, nous dérangeons. Et on parle surtout des trains qui ne viennent pas à l'heure. Et ça n'arrange pas tout le monde. Je suis d'accord. Il faut aller un peu plus loin. C'est-à-dire qu'il y en a marre, permettez l'expression, de ce journalisme qui dit oui, voilà, parce que le bus a fait un accident à Niamey, il faut en parler, alors qu'on ne va pas parler du bus qui quitte par exemple Treichville pour aller à Bassam tous les jours sans problème. Donc il faut évoluer. Je suis parfaitement d'accord avec ceux qui disent que les journalistes arrêtent quand même de raconter seulement les misères ou ce qui ne va pas. Mais est-ce qu'il c'est pas le rôle des services de communication de donner la version, on va dire, en tout cas la plus sympathique de l'affaire? Mon sentiment, c'est qu'il faut communiquer, mais surtout informer. Cette fois, si vous voulez, moi je viens souvent à Abidjan, mais c'est une ville qui change forcément. Ce n'est pas parce que vous allez dire que Abidjan est en train de changer que vous êtes en train de cirer la botte du gouvernement. Mais demain, si vous avez un fait, par exemple, ou un responsable qui détourne ou qui touche aux deniers publics, on ne doit pas pouvoir se taire. Voilà. Alors, dans les années 90, on a assisté à une vague de libéralisation sur le continent, dans la presse et à l'avènement du multipartisme aussi au niveau politique. Pour vous, qu'est-ce que cela a changé? Qu'est-ce que ça a apporté finalement? Ça, c'est très important parce qu'à un moment, il n'y avait que la presse d'État. Moi, je respecte les journalistes de la presse d'État, méfiez-vous, parce que ce sont les journalistes qui, à la base, sont formés. Les autres ne sont pas forcément formés. Je vous l'ai dit tout de suite, je suis diplômé de l'école supérieure de journalisme de Lille, mais je fais partie de ceux qui estiment qu'on n'a pas besoin de faire une école pour être journaliste. Mais tout le monde ne peut pas être journaliste aussi, ça je vous le dis également. Mais donc, dans les années 90, on avait une presse d'État. C'était seulement, pour être journaliste, c'était la presse d'État. Télévision,
radio à 20h, 19h, on voit le président de la République du début jusqu'à la fin. Mais il fallait accompagner forcément les processus de démocratisation. Moi, je me souviens, j'étais en Guinée quand j'ai commencé. Alpha Condé était le chef de l'opposition. J'ai été expulsé de la Guinée à l'époque parce qu'on dit généralement qu'un bon journaliste, c'est un journaliste qu'on expulse. Si vous n'êtes pas expulsé, vous n'êtes pas un bon journaliste. Bon, cela dit, mais il fallait voir ce qui se passait, c'est-à-dire que l'opposition n'avait pas droit aux médias d'État. Il y avait très peu de médias publics, de médias privés, et c'était seulement la presse dite indépendante qui donnait, la privée qui donnait la parole aux opposants. On a accompagné, disons, les processus de démocratisation en Afrique. Les régimes de partis uniques sont tombés. Les opposants ont pris le pouvoir. On a vu comment certains opposants ont terminé. Mais justement, je reviens sur l'idée de l'apport de cette libéralisation, puisque c'est vrai que les médias uniques étaient des médias d'État, mais très vite, les opposants ont aussi ouvert des médias. Là aussi, ils sont des patrons des médias. Donc, on se demande si l'indépendance journalistique existe en Afrique. Je vais vous dire mon sentiment. Ce qu'on demande à un journaliste, ce n'est pas d'être objectif. Parce que lorsque vous prenez, madame, l'objectif d'un appareil photo, il ne prend que ce que vous lui demandez de prendre. Ce qu'on demande à un journaliste, c'est d'être honnête. Oui. Si vous prenez en France, vous avez les journaux, le Parti communiste a son journal. Si vous prenez tel journal aujourd'hui en France, on vous dira c'est un journal tendance de gauche, c'est tendance de droite. Ce qu'on demande à un journaliste, c'est d'être honnête. C'est-à-dire dans le factuel. Je suis allé à Trècheville aujourd'hui, j'ai vu un homme, un ministre ou un haut responsable frapper ou s'en prendre à un civil. C'est-à-dire ce sont les faits qui sont sacrés, mais le commentaire est totalement libre. Donc ça veut dire que les journalistes peuvent avoir des convictions, même politiques, et s'en départir pour rester factuels quand ils relatent les faits. C'est surtout l'exigence que vous avez. C'est quand même important. Quand je viens à Abidjan aujourd'hui, je suis fasciné de voir le nombre de télévisions. Je ne vais pas les citer parce que ce sont vos concurrents. Et ce qu'on a constaté, et ça c'est quand même fondamental et important à dire, c'est que nos médias d'État ont été obligés à un moment d'évoluer parce qu'on a vu arriver sur le terrain d'autres télévisions, d'autres journaux, d'autres... Il n'y a plus de monopole, en fait. Il n'y a plus de monopole. À partir du moment où le monopole fait pshh, et que la télévision, les très officielles télévisions d'État n'ont plus le monopole, tout le monde court. Mais on reproche encore aux médias d'État d'être trop dans l'institutionnel, justement d'accompagner l'État, notamment dans en tout cas la vie publique. Et ce reproche, on le fait plutôt aux médias d'État africains. Par exemple, on ne le fait pas trop pour les médias occidentaux. France Télévisions et BBC n'ont pas autant de critiques que les chaînes d'État africaines. Pourquoi, selon vous? Mais parce qu'il y a, même si c'est un média, si vous prenez RFI, le financement est officiel, mais c'est l'argent du contribuable. Mais ici aussi, parce qu'on a des lois, on a des syndicats assez forts. Je dînais hier avec Venance. Venance Conan. Oui, il m'a invité à Bergerville. Et je dis, mais tu sais, à l'époque, quand tu étais à Fraternité Matin, je trouvais des choses très bien et des choses moins bien. On fait une discussion comme ça. Mais parce qu'il faut avoir de l'initiative. Moi, je vois une chose aujourd'hui, par exemple, puisqu'on est en train de parler à l'occasion de la journée de la liberté de la presse. Je vois tous les médias de la zone francophone, les médias d'État, faire une conférence, organiser une conférence. Quels sont vos problèmes? Les problèmes sont des problèmes transversaux, donc forcément les solutions sont transversales. Et on présente le cahier de charge à nos dirigeants. Et si vous voulez changer, cher monsieur, cher dirigeant, pour changer, voilà ce qu'il faut qu'on fasse. Mais pourquoi ils ont cette crainte? C'est intéressant parce que vous êtes aussi correspondant pour RFI, France 24, voilà, et l'AFP. Et c'est vrai que les médias internationaux, en tout cas surtout ces médias français, ont une primauté par rapport aux médias africains. C'est-à-dire que les personnalités vont plus facilement accorder des interventions télévisées, radiophoniques à ces médias. Ils semblent être prioritaires. Je ne sais pas si c'est l'audimat ou c'est la réputation. Qu'est-ce qui fait que vous allez toujours être prioritaire par rapport aux journalistes africains et médias africains? Non, il faut relativiser les choses, chers consoeurs. Il y a probablement l'audience. Ça, c'est important. Mais un journaliste, c'est son carnet d'adresse, comme un homme d'affaires, c'est son carnet de chèques. Moi, je vais vous dire, quand je me présente à des gens, on me dit Serge Daniel, mais on ne dit pas Serge Daniel de tel média, de tel média. Parce que vous avez un carnet d'adresse. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Ensuite, ça dépend des rapports que vous avez avec les dirigeants.
on ne vous demande pas, on ne nous demande pas de nous écraser devant les dirigeants. Mais quand je vois des journalistes, par exemple, voir rencontrer un ministre et dire « Ah bonjour monsieur le ministre », moi je ne vais jamais faire ça, madame. J'ai à respecter le ministre. Bonjour monsieur le ministre, parce que c'est un ministre de la République, mais je ne vais pas croiser les bras devant un ministre, hein, si vous voulez. Est-ce que vous voyez? Moi j'ai vu ça à des sommets, des journalistes faire comme s'ils étaient des élèves des ministres. Mais pas du tout, on n'est pas des élèves de ministres. Nous avons une profession. Est-ce que vous voyez un banquier se mettre, croiser les bras devant les gens comme ça? Non. Il y a la personnalité de l'homme d'abord. Ensuite, je le dis franchement, il y a l'audience. Mais je ne pense pas que les médias étrangers soient plus favorisés. Vous avez, par exemple, dans le système anglophone, dans des pays, je ne vais pas citer le nom, il y a des responsables qui ne parlent pas du tout à la presse étrangère, qui ont des agences. Nos pays n'ont pas d'agence. Dites-moi aujourd'hui, madame, quel est le pays de l'Afrique francophone qui a une dépêche, qui a une agence de presse digne de ce nom? C'est-à-dire que si moi je veux savoir ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je dois tout. Au mandat, je regarder l'AFP ou RTI. L'AFP, Reuters. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire ne peut pas avoir une agence de presse? Donc c'est d'abord notre faute. Mais est-ce que vous pensez qu'on a conscience... Le village planétaire, on doit être dans le village planétaire. Nous sommes dans le village planétaire, mais nous ne faisons pas, de mon point de vue, tout ce qu'il faut pour émerger de notre... Mais est-ce qu'on en a conscience de cet enjeu qui est la communication, qui est l'information? C'est un enjeu quasiment même géostratégique. Est-ce que les pays africains, qui sont peut-être frileux parce qu'ils pensent qu'on va critiquer leur gouvernance et ne pensent qu'à ça, peut-être trop qu'à ça, et ne voient pas l'enjeu géostratégique de donner sa version des faits? Malheureusement, c'est ça. Je suis d'accord avec vous. Je viens d'un pays... J'étais invité récemment dans une conférence dans un pays où on parlait du rôle de l'armée dans la gestion de la communication de crise djihadiste, par exemple. Mais c'est ça le véritable problème. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez des armées dans la sous-région qui n'ont pas de compte Twitter. Mais c'est impensable. On parlera probablement tout à l'heure de ces médias-là, de réseaux sociaux. Mais comment peut-on être une armée responsable aujourd'hui et ne pas avoir un compte Twitter? Mais à contrario, on a plusieurs pays, on a vu des mouvements de coups d'État dans la sous-région, et on se rend compte que les nouvelles autorités souhaitent absolument être accompagnées par les médias, de manière même parfois autoritaire. C'est notre rôle, ça. Certains parlent de patriotisme et d'autres disent que la déontologie ne le permet pas. Il faut savoir jouer, j'aime pas l'expression, mais parce que le journaliste ne joue pas. Il faut savoir parler. Vous avez aujourd'hui, effectivement, sur le continent rapidement, 5 pays où il y a une transition. Oui. Le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, mais vous avez également le Tchad et le Soudan. Vous ne pouvez pas travailler dans ces pays comme vous travaillerez dans un pays comme la Côte d'Ivoire ou comme le Bénin, disons, ou comme un autre pays, disons. Oui. C'est délicat. Il faut tourner cette fois sa langue dans la bouche avant de parler, mais on peut tout dire. On peut tout dire, c'est la manière. Vous avez un nationalisme ombrageux qui veut qu'on ne dise pas ce qu'on voit, mais ça évolue. Prenez le cas du Burkina Faso, un pays que j'aime beaucoup. Vous savez que malheureusement, dans une localité, on a vu des hommes habillés en tenue militaire venir tuer des civils, mais ce sont des tenues de l'armée régulière. Ce n'est pas parce que ce sont des tenues de l'armée régulière que ce sont des militaires de l'armée régulière. Oui. Mais ce n'est pas parce que ce sont des tenues de l'armée régulière que ce ne sont pas des militaires de l'armée régulière. Oui. Le débat a commencé il y a 4 jours. Un journal a sorti, des ressortissants ont fait un communiqué, et c'est monté aujourd'hui, donc une fusée désormais à 3 étages, où le gouvernement du Burkina a rendu public un communiqué pour condamner fermement ce qui s'est passé et se poser des questions. Un peu comme si le gouvernement du Burkina comprenait que ce qui s'est passé est grave. Donc on peut tout dire dans une dictature. On peut tout dire, mais c'est la manière. Et Sainte-Beuve, que j'aime bien, que j'aime beaucoup, disait que l'originalité n'est pas dans la matière, mais dans la manière. Mais vous le dites, on peut tout dire. Mais on a vu dans ces mêmes pays que maintenant, les médias, que vous représentez parfois, sont persona non grata. Oui. Là, quel est votre regard sur finalement cette demande de retrait et même d'émettre pour France 24, RFI et les autres? Je dis que les médias du Sud, nos médias du Sud commettent une erreur. Si un média du Nord, oui, j'ai le média du Nord, puisque c'est le Sud et le Nord,
a le droit d'émettre, par exemple, en modulation de fréquence, en FM. Oui. Mais pourquoi nous ne demandons pas, en termes de réciprocité, à émettre là-bas? Oui. Si en ce moment, on ne peut pas émettre là-bas, on peut tirer les conclusions, on peut tirer les leçons. Dans tous les pays, vous voyez, généralement, il y a eu des émissions, des chaînes qui ont été interdites. Oui. Mais tôt ou tard, elles sont revenues. Il y a un débat de fond. Qui doit nous informer? Je suis d'accord, posons le débat. Et l'information est où? Qui donne l'information? Je ne suis pas en train de défendre mon pain, comme le dirait l'autre. Mais je suis en train de poser le problème, mais de manière sincère. Nous avons une part de responsabilité. Pourquoi nous écoutons les autres et pourquoi nous ne nous écoutons pas? C'est notre faute aussi. Est-ce qu'il y a un problème de qualité, de crédibilité des médias africains, des journalistes africains, nous tous? Est-ce qu'on a cette problématique-là? Parce que je vous parlais tout à l'heure de l'indépendance, voire de la dépendance vis-à-vis d'autres personnalités. Sur le continent, ça joue, ça pose question. Est-ce que les téléspectateurs ont confiance en nous? Oui, je pense, mais ce que les téléspectateurs disent, quand on les écoute, ou les lecteurs, ils disent on ne dit pas tout, on ne dit pas l'essentiel. C'est-à-dire qu'on commence par exemple, à chaque fois un journal par un acteur politique. Aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis ou en France, vous vous rendez compte, le président de la République française est sur le continent africain, et on ouvre le journal par une actualité locale. Oui. C'est impensable encore dans des pays africains. C'est pour ça que je dis, il faut une convention collective, il n'est pas journaliste qui le veut. Je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis diplômé d'une école de journalisme, mais je fais partie de ceux qui estiment qu'on n'a pas besoin de faire une école pour être journaliste. C'est un débat. Moi, je n'ai pas fait d'école de journalisme, mais j'ai fait des belles études aussi en France. Bon niveau, bac plus 4, voilà, avec une formation sous le tas. C'est acceptable. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de convention. Dans combien de pays africains nous avons des conventions collectives? La carte de presse, vous vous rendez compte? La carte de presse, dans des pays, est encore délivrée par le ministère de la Communication. Mais dans les autres pays, on a évolué. Il y a une commission de la carte, jurée par les journalistes. Les journalistes professionnels, les conditions sont définies par une loi, adoptée par les journalistes. Moi, par exemple, j'ai une carte de presse française, mais ce n'est pas l'État qui me donne ma carte de presse française. C'est une convention collective, c'est une association de journalistes qui vous donne la carte de presse. Donc on revient toujours à cette dépendance. Oui. Il faut qu'il y ait un véritable Big Bang. Oui. Et ça dépend de nous. Oui. Sans violence d'ailleurs. Et sans violence en disant à nos dirigeants, c'est pour ça, moi je vois bien un jour des médias francophones d'État ou publics se réunir et dire, bon, voilà, est-ce qu'on ne va pas faire une espèce de vade-mecum qu'on va présenter à nos responsables pour dire, ça ne peut plus continuer. Alors maintenant, il y a aussi d'autres aspects. Hein. Là, on parlait des difficultés rencontrées par nos confrères sur le continent, mais des fois aussi, ça vire au drame. Je voudrais qu'on revienne sur quelques cas. Le 22 janvier dernier, le corps sans vie du directeur de la chaîne de radio Amplitude FM et journaliste Martinez Zogo a été retrouvé. Et il avait révélé plusieurs affaires de corruption impliquant les hautes sphères de l'État. Quelle a été déjà votre réaction quand vous avez appris son... Moi, ça m'a fait peur. Ouais. C'est l'idée de voir chasse à l'homme. Et il avait fait ce confrère a une démarche, il a une démarche, je dirais, républicaine, c'est-à-dire qu'à un moment où il se sentait persécuté, pourchassé, il a tenté d'aller s'abriter, je crois, dans une brigade de gendarmerie ou en tout dans une structure sécuritaire officielle. Malgré ça, on l'a trouvé mort. Ouais. Ça fait du bruit. Et si vous connaissez le Cameroun, quand même, c'est une affaire... Les gens n'ont pas négligé cette affaire parce que la presse a été à la pointe. Mais on va voir ce qui va se passer puisqu'il y a des gens qui ont été interpellés. Oui, on nous disait Jean-Pierre Bellinga, l'homme d'affaires qui est proche du pouvoir est considéré comme suspect. Vous pensez qu'il y aura une suite et que peut-être c'est notre devoir en tant que confrère de continuer à demander des comptes? Mais c'est cela. Mais c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire, je pense. Je pense qu'on n'a pas d'association puissante de journalistes. Voilà. Il y a le CELOZO, qui est une association de journalistes d'investigation sur le continent, basé à Ouagadougou, mais on n'a pas, il n'y a pas beaucoup d'alliances, de maillage entre les associations de journalistes. Qu'on dise, s'il nous arrive ça, c'est ça. Vous parlez tout à l'heure des régimes d'exception, on parlait des transitions. C'est vrai qu'il faut aimer son parti. Quand il y a une guerre, la guerre du Golfe, je n'ai jamais oublié, lorsque la presse française, la presse occidentale parlait, des forces
armées occidentales impliquées dans le conflit et disait nos forces. Oui. C'était pas les forces, c'était nos forces. Donc c'est tout à fait normal d'aimer son pays, de défendre son pays. Mais quand on est journaliste, il y a une indépendance d'esprit qu'on doit, de mon point de vue, avoir. Il y a eu tellement d'affaires, on se souvient, il y a fort longtemps, là c'était en 2016, hein, c'était au Mali, le journaliste Birama Touré. Là aussi, c'est RSF qui a démontré qu'il avait été enlevé par les services de renseignement de son pays et probablement tué lors de sa détention secrète. Il y en a d'autres encore aujourd'hui dont on s'inquiète du sort qui leur a été réservé. Il n'y a que sur les continents africains ou sud-américains qu'on trouve encore des assassinats comme ça. Et vous, le journée de la presse, vous permettez de penser, d'avoir une pensée pour Ghislaine Dupont et Claude Verlon, qui sont des amis, des confrères, qui ont trouvé la mort au Mali. Birama Touré, quand j'en parle, j'ai la chair de poule. Je vais vous dire, moi ça fait 28 ans que je suis au Mali. 28. Lorsqu'il a disparu, moi j'ai assisté à la première conférence de presse. À la première conférence de presse, après sa disparition, les journalistes n'étaient pas d'accord qu'il avait été enlevé. Certains doutaient. Ils disaient attention, il faut bien vérifier, est-ce qu'il a été enlevé, machin. Et c'est seulement de l'extérieur que c'est venu. Mais pourquoi on attend cela? Mais pourquoi ça se passe chez nous? Et c'est de l'extérieur que les gens défendent. RSF, oui. Regardez le travail que RSF a fait sur la disparition du journaliste camerounais. C'est incroyable. C'est à féliciter, c'est à louer. Mais où sommes-nous? Il faut arrêter de penser que ce sont les autres qui doivent faire notre job. Et ça, je vous le dis. Vous parlez tout à l'heure de journalistes français, effectivement, le journaliste Olivier Dubois, qui était détenu au Mali, lui aussi, depuis le 8 avril 2021, qui a été libéré là, récemment, le 20 mars 2023. C'est un débat qui est récurrent, notamment en France, puisqu'il y a eu plusieurs kidnappings. On se demande, certains disent, c'est la faute du journaliste. Il ne devait pas aller dans une zone à risque. D'autres disent, il doit faire son travail. Quel est votre regard? Est-ce qu'on doit s'interdire d'aller dans certains lieux qui sont risqués? D'abord, il faut saluer son courage. Tout à fait. Il a fait quelque chose que moi, je ne pouvais plus faire. Pourtant, moi, je prenais une voiture à Bamako et je me retrouvais à 2000 km, c'est-à-dire à la frontière algérienne, à un moment. Mais on ne peut plus travailler dans le Sahel, librement. Ce n'est pas possible. On ne peut plus travailler. Ça nous ramène aux sources d'information. On ne peut plus travailler parce que l'insécurité est permanente. Oui. Vous allez de telle localité à telle localité, vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Alors, moi, je suis plutôt partisan de la très grande prudence. Parce qu'on finit toujours par savoir ce qui se passe. Mais un journaliste un journaliste utile à la société, c'est un journaliste qui vit. Oui. Si un journaliste peut donner sa vie, mais il vaut mieux vivre. On s'informe toujours, donc je suis partisan de ceux qui estiment qu'il ne faut pas prendre trop de risques. Oui. Donc, encore beaucoup de prudence à vous écouter. Oui. Je le disais tout à l'heure, la qualité des journalistes. Effectivement, maintenant, on a un concurrent de taille. Ce sont les réseaux sociaux. Quel est votre regard sur l'impact des réseaux sociaux dans le traitement de l'information? Non, les réseaux sociaux ne sont pas des journalistes. On les appelle par exemple dans les pays des vidéomans. Et la différence entre les vidéomans et nous, c'est que lorsqu'un vidéoman veut donner une information, lorsqu'il veut interroger quand même quelqu'un comme ça, un vidéoman, il se filme. Il se filme avec la personne. Oui. Vous voyez le vidéoman, alors qu'un journaliste tend son micro. Oui. C'est pas la même chose. En plus, il n'y a pas de déontologie. Les réseaux sociaux sont des égouts. Ça, c'est un mot de Roselyne Bachelot que j'aime bien. Ancienne ministre française de la culture, qui est une femme cultivée, qui écrit plein de bouquins. Elle dit les réseaux sociaux sont des égouts. On a besoin des égouts. Sans les égouts, on ne peut pas vivre. Le problème, c'est d'arriver à un moment à mener des patrouilles sur les réseaux sociaux, à normaliser les choses, à imposer des règles, comme la police organise des patrouilles dans la ville. Oui. Sinon, ça se décrédibilise de plus en plus. Les réseaux sociaux, c'est utile, c'est nécessaire, mais il faut forcément des règles. S'il n'y a pas de règles, ça ne va pas fonctionner. Il faut s'en méfier. Ah oui, il faut. Parce qu'on a l'impression on reproche aux journalistes d'instrumentaliser les masses, on reproche des fois d'être à caisse de résonance de l'État ou de tel parti politique.
les réseaux sociaux aussi, il y a une guerre d'influence. Hein. Oui, parce que c'est la guerre informationnelle. Vous voyez par exemple sur les réseaux sociaux de faux comptes. Moi je pense d'ailleurs que dans des pays, il y a plus de faux comptes que de vrais comptes. Oui. Et c'est ça le véritable problème. S'il n'y a pas de loi contre la cybercriminalité, on peut créer ces lois, mais il faut quand même les respecter, les appliquer. C'est ça le véritable problème. Sinon, les réseaux sociaux aujourd'hui sont inévitables. C'est inévitable. Mais les réseaux sociaux ne font pas la révolution non plus, madame. Si vous, de ces studios, vous annoncez une information, je ne vais pas donner un exemple, on va vous croire 2 fois plus ou 10 fois plus que si ce sont les réseaux sociaux. C'est pour ça que vous voyez sur des posts des informations qui sont données et à la fin, qu'est-ce qu'on met à vérifier. Oui. Et lorsque vous parlez à quelqu'un sur un réseau virtuel, vous ne savez même pas s'il existe. Vous avez une personne qui crée 10 comptes, 20 comptes. C'est vrai. Donc oui, les réseaux sociaux, c'est utile, mais il faut forcément, de mon point de vue, pouvoir un jour installer les règles, les respecter. Il ne s'agit pas seulement de créer les structures, si vous voulez, en disant non, on va lutter contre les fausses informations sur les réseaux sociaux, etc., mais les appliquer. Mais justement, cette prolifération des fake news, vraiment sur tous les sujets, dans tous les domaines, même là, avant que démarre l'émission, quelqu'un me disait, avoir vu sur les réseaux l'annonce du décès d'une star, ce n'est pas vrai. Voilà. Comment on fait pour lutter contre ça? Ça paraît quasiment impossible. Mais si, madame, parce que si vous avez des techniciens, il y a des gens qui sont formés. Hein. En France aujourd'hui ou dans les pays occidentaux, on peut savoir qui appartient à tel compte. Oui. C'est-à-dire, vous diffamez quelqu'un sur un réseau social, on vous amène devant les tribunaux. Si on fait ça pendant 2 mois, ça va à mon avis, ça va se tasser. Donc il faut sévir en fait. Oui, il faut sévir. Mais attention, sur les réseaux sociaux, comme j'ai dit, les réseaux sociaux sont quelque chose de nécessaire aujourd'hui pour moi. Il y a des débats dans des groupes, WhatsApp, des débats très intéressants, dans des réseaux, vous apprenez des choses, vous voyez des livres, on met des livres à disposition. Donc, je ne veux pas dire qu'il faut supprimer les réseaux sociaux. Non, c'est quelque chose de très utile, mais il faut forcément des règles. Mais ces règles-là, vu le pouvoir de ces médias, qui parfois, même en termes de financement, sont plus importants que le PIB d'État, même pas d'État africain, d'États occidentaux. Vous pensez vraiment qu'on va pouvoir changer, inverser la tendance? Est-ce qu'on ne doit pas aussi éduquer les populations? C'est une autre version. Oui. Tu vois, par exemple, vous avez aujourd'hui dans des pays des journaux qui racontent, j'aime pas utiliser les termes anglais, moi, oui. Des journaux qui vous démontrent que ça c'est une fausse information, oui. Alors il faut aller vers ça, mais surtout sévir. Oui, bien sûr, il faut sévir pour que quand même on fasse attention, parce qu'il y a des choses graves qui circulent sur les réseaux sociaux. Alors, dernière question, la liberté d'expression sur le continent africain, vous pensez qu'elle est effective, elle existe, elle est réelle? Si, quand même, madame, les choses ont quand même évolué. Oui. Oui, dans des pays, on ne pouvait pas... Vous savez, à l'époque, dans des pays, moi je me souviens, il y avait des tracts. Quand on vous arrêtait, madame, quand on voyait un seul tract dans une ville, on arrêtait 1000 personnes. Parce qu'on allait voir la dame qui avait la machine à écrire. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des Oliviti comme ça. Il n'y avait pas c'était pas aussi moderne, il n'y avait pas Internet. Mais c'était terrible quand on voyait un tract. Mais aujourd'hui, quand même, grâce aux médias, on peut respirer, on peut dire des choses, on peut dénoncer, et quand même, ça a évolué, disons les choses. Alors, ce qui n'a pas évolué, c'est la qualité, je trouve, parce qu'on a ouvert les vannes de la démocratie, on a ouvert les vannes du multipartisme, donc forcément, il y a eu des dizaines de journaux, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est plutôt la qualité. Ouais. Vous voyez des titres, gros, Madame Djedje a eu un accident. Et puis, à l'intérieur du journal, on dit « Oh, c'est un petit accident. » Voilà, que vous voyez, la qualité, c'est encore à améliorer. Voilà. D'accord, ça sera le mot de la fin. Serge Daniel, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et d'avoir pris part à cet échange. J'ai envie de vous dire bon vent, bonne route et bonne mer. Merci infiniment. On se quitte avec cette citation. Le bon journalisme réveille les nantis installés dans leur confort et réconforte les affligés, disait Will Self. Vous êtes d'accord avec? Oui, c'est beau. C'est beau? Allez, ça sera le mot de la fin. Merci de votre fidélité et restez sur RTI1.